Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence qui devient un peu le moment annuel de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, au moment de l'Endorun, qui est une course évidemment importante pour nous, puisque c'est une course qui est destinée à rassembler des fonds pour la recherche sur l'endométriose. Et on a décidé de faire cette conférence à destination du grand public pour parler de la pathologie, en l'occurrence en particulier pour parler de la recherche. Et je me rends compte combien ça attire effectivement la recherche et toujours du monde à ces conférences pour mieux comprendre un sujet qui est quand même pas évident. Et on a des chercheurs qui vont nous en parler. Donc je vais commencer par juste quelques mots sur la Fondation quand même, pour vous parler un peu de sa mission et de pourquoi on agit et comment on agit. Et puis ensuite, je présenterai le programme et on rentrera dans le vif du sujet. Donc la Fondation pour la recherche sur l'endométriose a été créée en janvier 2021 sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale et avec l'association de patientes Endomind, qui est une des deux associations nationales, qui est celle qui organise l'Endorun, et qui a décidé de faire bouger les choses au niveau de la recherche en se disant que ça faisait quand même trop longtemps que cette maladie n'était pas assez étudiée et souvent, vous devez le savoir, la recherche c'est de l'argent et on dit souvent que les chercheurs passent à peu près la moitié de leur temps à chercher de l'argent et donc on s'est dit que c'était important de les aider pour faire avancer les choses. Et la mission qu'on s'est fixée pour la Fondation, c'est d'accélérer la recherche sur l'endométriose. Je dis toujours qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, en revanche on peut aller plus vite maintenant et on peut notamment être innovant dans ces démarches et faire avancer la recherche. Dans le cadre de cette mission, on a vraiment deux objectifs et deux actions principales. Une qui est autour de l'information, de la communication, de la sensibilisation autour de la maladie. Et ce soir, c'est un des exemples. Donc, ces conférences annuelles. L'année dernière, on a fait une conférence sur la fertilité. Et l'année précédente, c'était déjà une conférence sur la recherche. On fait également des webinars à destination du grand public, des professionnels de santé. Donc, vous pouvez trouver aussi des conférences enregistrées sur l'imagerie médicale, par exemple, pour comprendre mieux pourquoi l'imagerie et quel type d'imagerie. Donc sur la fertilité, j'en ai parlé, et puis sur le parcours de soins, il y a vraiment plein d'informations que l'on diffuse sur notre site et à travers ces vidéos et les articles que l'on publie. Et puis, on intervient aussi auprès des entreprises, on fait beaucoup de plaidoyer également auprès des institutions. Deuxième grande action, évidemment, c'est soutenir la recherche et les chercheurs, en particulier, donc, à travers des appels à projets. Donc, on a clôturé le 4e appel à projet de la Fondation il y a quelques semaines. Le comité scientifique est en train de travailler dessus pour sélectionner les meilleurs projets que nous soutiendrons cette année. Et en fait, à la fin de l'année, on aura soutenu pour à peu près 1,5 million d'euros sur ces 4 années et à peu près 13 projets de recherche dont on espère évidemment qu'ils feront avancer la connaissance, la compréhension et puis qui nous amèneront petit à petit vers des solutions pour les patientes. Juste peut-être quelques choses un peu concrètes sur notre dernier appel à projet. Alors évidemment, c'est confidentiel encore puisque les projets ne sont pas sélectionnés, mais c'est très varié. Il faut vraiment savoir que les chercheurs s'intéressent à tous les aspects de la pathologie. On a des projets qui sont remontés autour des mécanismes parce qu'en fait, on ne peut pas trouver de traitement si on ne comprend pas les mécanismes de la maladie et c'est pour ça que la recherche fondamentale est si importante. Donc on a pas mal de projets autour des mécanismes de la maladie et on a aussi des projets autour de la prise en charge, notamment de la douleur des femmes, des prises en charge qui sont médicamenteuses mais non médicamenteuses aussi. Donc on a des projets qui touchent à ça, qui touchent également à l'optimisation des techniques de chirurgie qui concernent une petite partie des femmes, heureusement seulement, mais en tout cas qui a besoin toujours d'être améliorée. Quelques exemples aussi des projets qu'on a soutenus, les premiers projets qu'on a soutenus pendant les appels à projets de la Fondation. On a notamment donc juste quelques projets. Un projet d'une pédiatre qui avait noté que la prise en charge des adolescentes était extrêmement difficile parce que c'est compliqué. Les adolescentes sont paniquées avec tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Et donc, qui a décidé de comprendre mieux les représentations des adolescentes. Et ce projet, qui a donné des résultats extrêmement intéressants pour bien comprendre le parcours des adolescentes, est en train de se transformer pour essayer notamment de mettre au point une application qui aiderait justement les adolescentes à enregistrer leurs douleurs, ce qui leur fait du bien, comment elles peuvent être en lien avec leur médecin soignant pour améliorer encore une fois leur parcours et leur prise en charge. On a un autre projet beaucoup plus fondamental, donc des projets très variés, d'une chercheuse qui va bientôt publier en début d'année. Vous savez que la recherche, ça prend du temps, mais qui étudie les biomarqueurs de l'endométriose dans le
sang menstruel, et donc qui commence déjà à bien comprendre un petit peu les différents matériels cellulaires de ce liquide biologique. Et pour la petite histoire, mais qui nous touche énormément, c'est que cette jeune chercheuse, qui n'était pas encore titulaire à l'époque quand nous avons soutenu son projet, est aujourd'hui titulaire à l'INSERM et dédie le début de sa carrière à l'endométriose, et c'est ce qu'on voulait faire. C'est vraiment aider des chercheurs à se consacrer à l'endométriose. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun chercheur qui travaillait à 100% de son temps sur l'endométriose. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec la Fondation, c'est bien sûr financer des projets, mais aider à l'amorçage et aider vraiment les jeunes chercheurs à pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et puis encore un autre exemple, un projet moi que j'aime beaucoup, mais d'un chercheur qui vient d'un autre domaine et qui étudie la contractilité de l'utérus, qui est à l'origine en partie des douleurs importantes, cette espèce de contractilité anarchique de l'utérus. Et lui, il vient d'un autre domaine, c'est un biophysicien, et qui commence à comprendre comment les ondes de contraction se mettent en place dans l'utérus, le fait que ce soit finalement plus musculaire que neuronal, et donc ça va nous permettre de comprendre mieux et derrière de tester aussi des médicaments, des aliments, des choses qui pourraient améliorer la contractilité de l'utérus. Voilà, ça peut déboucher, même quand ça paraît comme ça de la recherche un peu fondamentale, ça peut vraiment déboucher sur des solutions qui sont importantes pour les patientes. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous connectons les chercheurs entre eux. Donc on est en train comme ça petit à petit de monter un écosystème des chercheurs de l'endométriose. Et c'est un vrai bonheur quand on les voit discuter entre eux, parce qu'en discutant, on voit des nouveaux projets qui sont en train d'émerger. Et on espère qu'on pourra accompagner ces projets dans le futur. Voilà, donc très rapidement pour donner un peu les missions de la Fondation, je vous engage vraiment, si vous cherchez des renseignements, à aller voir sur le site de la Fondation. On s'est fixé cet objectif de devenir une référence de contenu sur l'endométriose, évidemment, sur la recherche, sur la prise en charge, etc. Vous pouvez trouver énormément d'informations. Quelques mots sur le financement, parce que je l'ai dit, c'est le nerf de la guerre pour la recherche. Donc la Fondation fonctionne uniquement avec des fonds privés, on n'a pas du tout de subventions, avec des entreprises. Aujourd'hui, en 4 ans, on a j'allais dire des mécènes, une douzaine d'entreprises qui nous accompagnent et qui nous soutiennent et qui nous permettent de financer les appels à projets. Et puis, on a aussi évidemment le grand public, l'Endorun. Donc je vais en profiter, j'ai vu que Véronique faisait un petit peu de pub pour l'Endorun, mais j'insiste, les inscriptions se terminent le week-end prochain. Et l'Endorun, c'est une course fantastique où on peut aussi prouver aux gens qu'on aime et qui sont autour de nous, nos proches, qu'on est là et qu'on fait, on fait sa part en courant, en marchant. Et donc, ces dons et ces dossards, le coût de ces dossards va être versé à la recherche. Donc voilà, c'était rapidement pour présenter la Fondation. On va passer maintenant au programme de cette soirée. Donc on va commencer d'abord par un sujet important. J'ai parlé de la Fondation et des fonds privés, mais on intervient en complémentarité avec évidemment la recherche publique, les fonds publics. Et donc on va parler du PEPR. Donc on vous donnera l'explication de cet acronyme un peu barbare, le PEPR. Ensuite, on parlera de recherche fondamentale et en particulier d'épidémiologie. Il est essentiel de comprendre cette pathologie, encore une fois, si on veut trouver des solutions. Et l'épidémiologie, vous le verrez, grâce à Marina Kvaskov, est essentielle. Et il y a un gros programme d'épidémiologie qui est en train de se développer grâce à la stratégie nationale. On parlera aussi des patientes et du rôle des patientes dans la recherche. Il doit y avoir un partenariat patiente-soignant, mais il doit y avoir aussi un partenariat patiente-chercheur, parce que finalement, personne mieux qu'elle connaît cette pathologie. Donc c'est important de travailler ensemble. On va aussi parler d'un projet plus spécifique que nous avons élaboré avec l'Institut Curie, donc vraiment une approche innovante. Et puis, nous aborderons les traitements, évidemment, et je pense que tout le monde est intéressé par la partie traitement, à la fois les traitements hormonaux qui sont classiques, mais la recherche aussi sur des traitements non hormonaux qui peuvent améliorer évidemment les conditions de vie, la qualité de vie. Donc voilà pour le programme de ce soir. Ce que je vous propose, c'est de noter, si vous le pouvez, garder vos questions pour qu'on puisse vraiment dérouler l'agenda, et puis on prendra le temps des questions à la fin, évidemment, et les chercheurs et médecins viendront répondre à vos questions. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc j'appelle le docteur Jean Rosenbaum, qui va nous parler du PEPR. Merci beaucoup Valérie pour l'invitation. Bonsoir
À tout le monde. Alors je vais commencer par décrypter le PEPR, après je reviendrai plus. Et cet acronyme affreux signifie Programme et équipement prioritaire de recherche. Heureusement, on nous a demandé de ne plus l'utiliser. Et maintenant, il faut parler de programme de recherche financé par France 2030. Vous savez peut-être France 2030, c'est un énorme plan qui est destiné à ce qu'en 2030, la France occupe la place qu'elle doit avoir dans le monde de l'innovation, en recherche, en technologie. Il y a 54 milliards d'euros. Évidemment, tout n'est pas pour la recherche, mais voilà, on est dans ce cadre-là. Donc en 2022, l'État a confié à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, la charge de bâtir le cadre pour un programme de recherche national dans un domaine qu'ils ont appelé santé des femmes, santé des couples. D'emblée, ce programme n'était pas prévu pour inclure toutes les composantes de la santé des femmes et de la santé des couples, mais il a été fléché par l'État, par nos ministères de tutelle, sur deux axes qui sont l'endométriose et l'infertilité en général. Donc nous avons réuni des experts, consulté beaucoup. Il y avait déjà eu des rapports importants qui avaient été fournis au gouvernement sur l'infertilité et la stratégie nationale sur l'endométriose. Et sur la base de ces rapports et de toutes les consultations qu'on a pu tenir, nous avons proposé à l'État un programme qui est financé à hauteur de 25 millions d'euros. Donc c'est un chiffre qui apparaît très important, qui effectivement est très important parce qu'il n'y a jamais eu de financement ciblé aussi important dans ces thématiques. Il est certainement insuffisant, bien entendu, mais c'est quand même un démarrage très conséquent et qui a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté des chercheurs. Pour faire fonctionner ce programme dont je vais vous expliquer ce qu'il contient, on a tenu à s'entourer non seulement de chercheurs, mais aussi de médecins-chercheurs, de chercheurs qui ne sont pas uniquement dans le domaine des sciences biologiques et médicales, mais aussi des sciences humaines et sociales. Et on a également tenu à inclure dans nos différents comités des représentants de patients. Donc Valérie siège au comité de pilotage institutionnel de ce programme, aux côtés du PDG de l'INSERM et de personnalités du CNRS, des universités, etc. Et puis dans le comité exécutif, qui est l'organe, je dirais, qui fait fonctionner le programme, nous avons aussi d'autres représentantes associatives. Donc on essaie d'inclure l'ensemble de la communauté. Il y a aussi quelqu'un du monde industriel. Et la question, c'est que fait-on de cet argent ? Qu'est-ce qu'on propose de faire ? Déjà, pour vous dire que ça a commencé il y a plus de 2 ans et demi quasiment, et le temps de la recherche, Valérie l'a dit, est long, mais le temps de l'administration de l'État est très long aussi, puisque c'est seulement maintenant que les choses commencent réellement. Il faut dire que on nous a demandé de construire ce programme, mais ensuite il a dû être évalué de façon très rigoureuse par des experts internationaux, qui ont vérifié que l'ambition était suffisante, la faisabilité, et qu'il était aux meilleurs standards internationaux. Donc le contenu qu'on a proposé pour ce programme contient, il y a plusieurs éléments. Je ne vais pas parler d'épidémiologie, puisque Marina va venir dans quelques instants. Donc on a un volet très important sur l'épidémiologie de l'endométriose qui vous sera détaillé. Il y a un deuxième élément, alors je vous rappelle, c'est pas uniquement l'endométriose, hein, les 25 millions, c'est difficile de vous dire exactement combien revient. Je dirais que c'est probablement plus de 10 millions d'euros sont consacrés à l'endométriose dans ce programme, ce qui est proportionnellement largement plus que ce que représentent les forces de recherche. Si on comparait les personnes qui travaillent sur l'infertilité versus l'endométriose, il y a... c'est plutôt 2 tiers, 1 tiers infertilité, 1 tiers endométriose en France. Mais voilà, on a fait ce choix. Donc le deuxième point, on a constaté la nécessité de recruter des forces vives, des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, et donc nous avons fait des appels à candidats, pour l'instant un appel à candidature pour recruter des étudiants en thèse, de jeunes chercheurs, et la première promotion a commencé au 1er octobre de cette année. Il y aura un deuxième appel à candidature au début de l'année prochaine. Et on va également recruter ce qu'on appelle dans notre jargon des post-doctorants, qui sont donc des gens qui ont déjà un doctorat
pour qui c'est une des premières expériences professionnelles après le doctorat, en attendant pour certains de pouvoir faire une carrière stable à l'INSERM, au CNRS, dans les universités. Voilà pour cette partie-là. Et la troisième grosse partie, et qui est actuellement encore en cours d'évaluation, c'est la formation de ce qu'on appelle des consortiums de recherche. On a fait la constatation, quand on a construit ce programme, qu'il existait en France vraiment des forces de recherche très importantes, que ce soit dans le domaine de l'infertilité, mais aussi de l'endométriose, et dans tous les domaines concernés, clinique, recherche fondamentale en biologie, recherche en sciences humaines, en sciences appliquées, en technologie, mais que ces forces étaient assez dispersées, avec peu de communication. Ce n'est pas un point spécifique à l'endométriose, on voit ça dans beaucoup de domaines de la science. Ce qu'on a voulu dans ce programme, c'était pas simplement distribuer de l'argent à droite et à gauche, mais aussi aider à construire une communauté et des synergies entre les chercheurs. Donc nous avons fait un appel à candidature très atypique et qui a beaucoup intéressé les jurys qui l'ont évalué, les chercheurs étrangers de très haut niveau, parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. En fait, on a schématiquement demandé aux chercheurs intéressés par ces deux thématiques, bon, je vais parler que de l'endométriose, mais c'est symétrique pour l'infertilité, on leur a dit, envoyez-nous une lettre d'intention où schématiquement, ce qu'on leur demandait, c'était qui êtes-vous, qu'est-ce que vous savez faire, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par cette thématique, montrez-nous à quel point vous êtes brillant, convainquez-nous, et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans un consortium où il y aurait d'autres équipes qui auraient des forces complémentaires. Donc cet appel à candidature a été très populaire. On a eu beaucoup de candidatures. Au total, c'était un seul appel à la candidature pour les deux axes infertilité et endométriose. Il y a eu presque 140 équipes qui ont candidaté. Et après un premier processus de sélection par un jury de haute volée, on a retenu environ 20% de ces équipes pour former un consortium sur l'infertilité, un consortium sur l'endométriose. Je vais vous frustrer en ne vous donnant aucun nom de personne aujourd'hui parce qu'il y a encore une étape d'évaluation en cours par l'Agence nationale de la recherche avec un autre jury international et ils ne veulent pas qu'on communique tant que ce n'est pas terminé. Malgré tout, dans ce consortium sur l'endométriose, nous avons, selon la façon dont on compte, entre 10 et 15 équipes concernées, des biologistes, des médecins, des psychologues, des chirurgiens, presque toutes les composantes de la recherche et qui vont explorer, si on a une validation finale, ce qui est quand même très probable, même s'il y a quelques ajustements, des sujets très importants, aussi bien sur l'angle de la recherche sur les facteurs qui sont en cause, par exemple les facteurs environnementaux qui peuvent expliquer l'endométriose, les facteurs mécanistiques qui expliquent la maladie, l'immunologie, le microbiote, tout ce dont vous avez pu entendre parler, il y a des thématiques sur ces sujets-là. La recherche de nouveaux marqueurs, la recherche pour l'amélioration de la chirurgie, la recherche pour de nouveaux traitements médicamenteux ou non médicamenteux, non hormonaux. Donc il y a beaucoup d'espoir dans ces programmes qui vont se dérouler sur une durée de 5 ans. On espère que ces consortiums vont pouvoir commencer à travailler dans le début, on va dire dans la première moitié de l'année 2025, et donc pour une durée de 5 ans. Donc on a un gros travail a déjà été fait. Ils ont produit des documents de recherche en exploitant au maximum les synergies entre des équipes qui, pour beaucoup, ne se connaissaient pas avant. Pour beaucoup, n'étaient pas encore dans le domaine de l'endométriose, mais ils sont venus pour apporter leurs compétences. Et je crois que là, on est parti sur des avancées à venir très importantes. Une autre partie du programme PEPR, appelons-le encore comme ça, ce n'est pas que la recherche, c'est aussi on va communiquer largement, on va organiser des symposiums dans lesquels il y aura systématiquement des sessions pour le public aussi, une diffusion sur les réseaux de tout ce qui s'y fait. Vous pouvez déjà voir, si vous cherchez PEPR, santé des femmes, santé des couples, il y a un compte LinkedIn avec on a présenté récemment, on est en train de présenter les doctorants qui commencent. Et tout ce qui va se faire va apparaître petit à petit. Il y a un site internet que vous pouvez trouver facilement aussi avec ces mots-clés.
Voilà, donc est-ce que je dois dire autre chose? Je pense que c'était assez complet, Jean. Je me disais, par contre, vous n'êtes pas présenté, ça serait peut-être bien parce que Jean travaille depuis un bon moment sur le sujet quand même, et en amont du PEPR. Donc moi je suis de formation, je suis médecin, mais je ne suis pas du tout gynécologue. Ma spécialité c'était les maladies du foie. Je suis un homme de foie, ce que je dis en général. Mais j'ai fait une carrière comme chercheur à l'INSERM, et ça fait maintenant finalement 4-5 ans que je m'intéresse à l'endométriose parce que l'INSERM m'avait sollicité pour déjà travailler sur les pistes de recherche à explorer à l'INSERM et en France en général. Donc, et c'est pour ça que j'avais eu le plaisir déjà de travailler avec Marina et avec Fatima Mechta-Grégoriou, vous entendrez aussi tout à l'heure, et d'autres. Et puis donc sur ce programme PEPR, depuis donc, le printemps 2022, on est nombreux à travailler. Et donc moi je suis le coordonnateur ou le responsable scientifique de ce programme. Voilà. Merci Jean. Et merci encore pour m'avoir permis de le présenter ici. Merci d'être venu pour le présenter, parce que je pense que c'est pas évident d'avoir cette information, donc c'est important. Et dans les bonnes nouvelles, c'est effectivement du financement, et puis c'est cette approche multidisciplinaire en fait. C'est ça qui est vraiment important, d'avoir des gens qui viennent vraiment d'horizons différents, qui vont apporter des regards différents sur la pathologie et sur la recherche. Merci Jean. Donc Marina, donc là cette fois-ci on va faire les choses bien, donc je vais te demander de te présenter, et puis là on va aborder un sujet qui est la recherche fondamentale. Donc on avait prévu en fait que ce soit Jean, et puis donc du coup Marina tu vas t'y coller, la différence entre recherche fondamentale, recherche clinique, recherche translationnelle, pour donner quand même quelques définitions, et puis nous parler d'épidémiologie. Alors, donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis Marina Gvaskov, chercheuse en épidémiologie à l'INSERM, et je dirige un groupe de recherche sur l'épidémiologie de la santé gynécologique au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif. Et donc, pour vous parler un petit peu des différents types de recherche, donc on distingue la recherche fondamentale qui répond vraiment à des questions fondamentales, basiques sur une question, et qui inclut la recherche en biologie, en sciences expérimentales, en immunologie, donc toutes sortes de sciences, y compris l'épidémiologie et la sociologie d'ailleurs, les sciences humaines en font partie, de la recherche appliquée. Et donc dans la recherche appliquée, donc c'est ce qui a une application directe, et on distingue là la recherche clinique, la recherche en biotechnologie, et puis je me souviens plus, mais il me semble que c'est la recherche sur le médicament également. Et la recherche translationnelle, c'est la recherche qui peut s'appliquer directement, qui peut être traduite de la recherche vers, en gros, une application clinique. Et donc, voilà. Et donc, pour vous parler un petit peu d'épidémiologie, donc l'épidémiologie, c'est la science qui étudie la répartition des problèmes de santé au niveau des populations. Donc, c'est la science qui permet, par exemple, de décrire la prévalence d'une maladie, c'est-à-dire combien de pourcentage d'une population est touchée par une pathologie ou un événement de santé. Et puis, c'est la science qui permet aussi de déterminer quels sont les facteurs de risque d'une pathologie. Donc, dans l'épidémiologie de l'endométriose, en fait, on a assez peu d'informations, assez peu de connaissances. Donc, on dit généralement que l'endométriose touche 10% des femmes entre l'âge des premières règles et l'âge de la ménopause. Mais finalement, c'est un chiffre assez grossier, c'est une estimation qui est faite à partir de l'estimation de la prévalence des symptômes au niveau de la population et de l'infertilité. Puisque l'endométriose concerne l'infertilité. Enfin, l'infertilité touche environ un tiers des patientes atteintes d'endométriose. Et donc voilà, alors attends, j'ai perdu le fil. 10%, donc d'ailleurs on dit souvent voilà. 10 à 20, on dit 7 à 10 ans de retard de diagnostic, on voit bien qu'on est sur des fourchettes, et effectivement qu'on a besoin d'en savoir un peu plus là-dessus. Oui, tout à fait. Donc c'est une estimation extrêmement grossière, et au niveau des facteurs de risque, on a assez peu d'informations
d'information aussi finalement. Donc on suspecte qu'il y a plusieurs causes de la pathologie, donc des causes génétiques, et on sait que la moitié des cas seraient d'origine génétique, donc l'autre moitié d'origine environnementale, des causes environnementales aussi, donc avec l'inflammation, donc une réponse aberrante du système immunitaire, et puis aussi donc l'application de polluants chimiques. Mais finalement, au niveau épidémiologique, les seules choses qui ont été déterminées comme facteurs de risque, donc comme marqueurs de risque plutôt, c'est tout ce qui est associé à une exposition plus importante aux menstruations. Donc le fait d'avoir eu un âge aux premières règles plus précoce, le fait d'avoir des cycles menstruels qui sont plus courts, et donc les règles reviennent plus souvent, et puis aussi le fait d'avoir un indice de masse corporelle plus élevé, donc qui est associé à des taux hormonaux plus particuliers, et puis aussi un faible poids de naissance. Mais hormis ça, finalement, on a très peu d'informations sur des facteurs de risque modifiables qui pourraient permettre d'aboutir à une prévention. Et vraiment, l'objectif de l'épidémiologie, c'est vraiment la traduction en message de prévention pour pouvoir prévenir une maladie dans une population donnée. Et donc dans ce contexte-là, dans ce tableau, donc c'est là que a émergé le programme EpiEndo. Donc EpiEndo, c'est le programme ciblé du PEPR Santé des femmes, santé des couples que vient de vous décrire Jean. Et donc ce programme, il vise à mieux comprendre l'épidémiologie de l'endométriose en France. Donc pour ça, donc c'est un programme qui couvre 6 cohortes en population. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas dite encore, c'est que comment on travaille en épidémiologie. Donc on ne travaille pas du tout dans un laboratoire avec des pipettes, dans ce qu'on appelle un dry lab. On travaille dans un on travaille pas du tout dans un wet lab, on travaille dans un dry lab, donc on est dans des bureaux, on travaille sur nos ordinateurs, et on travaille sur des grandes bases de données et sur la base de données de population. Et donc il y a 2 grands types d'enquêtes, on va dire, donc des cohortes en population et des cohortes de patientes. Et ce programme EpiEndo, il se focalise sur 6 cohortes en population. Les cohortes en population, ce sont des groupes de personnes, comme vous et moi, qui ont décidé à un moment donné, qui ont accepté de contribuer à de la recherche et d'être suivis au cours du temps par questionnaire. Et donc en France, il y a 6 grandes cohortes, 3 chez l'adulte, donc les cohortes Constance, E3e génération et Nutrinet Santé, et 3 cohortes mère-enfant, donc qui sont les cohortes ELF, Eden et Pélagie. Donc les cohortes mère-enfant, ce sont des grandes études, des grands projets de recherche qui ont suivi des femmes enceintes et qui ont suivi la santé du nouveau-né au cours de la vie. Et donc ces 3 cohortes mère-enfant, elles ont suivi ces enfants jusqu'à l'âge de 15 à 20 ans. Donc on a des informations très précises sur l'environnement, puisque des données biologiques ont été collectées, mais aussi des données sur l'alimentation de la mère pendant la grossesse, l'environnement des enfants, donc durant l'enfance et l'adolescence. Et puis on va collecter grâce à ce projet des données sur les symptômes et sur le diagnostic de la maladie. Au niveau des cohortes chez l'adulte, donc la cohorte Constance, c'est une cohorte qui est représentative de la population générale affiliée au régime général de la sécurité sociale. La cohorte E3e génération, c'est une cohorte qui porte sur 3 générations de femmes, donc avec un aspect transgénérationnel. Et puis la cohorte Nutrinet Santé, c'est une cohorte qui est centrée sur la nutrition et ses effets sur la santé. Et donc chacune de ces cohortes, donc les cohortes chez l'adulte inclut environ 100 000 femmes et les cohortes mère-enfant incluent plusieurs milliers de jeunes filles et de jeunes femmes. Et donc dans cette population constituée par ces 6 grandes cohortes, on va étudier 3 grands thèmes. Donc tout d'abord l'épidémiologie descriptive de la maladie pour essayer de préciser ces chiffres de la pathologie, et puis les facteurs de risque environnementaux et génétiques. Et donc pour ça, donc pour ce qui est de l'épidémiologie descriptive, donc on va en fait collecter des données sur l'endométriose de manière très précise dans ces 6 cohortes, sur les symptômes et sur la pathologie en elle-même, que l'on va valider donc pour extraire des données sur la localisation des lésions, sur le type et le stade de la maladie. Et puis on va ensuite
collecter des données également sur les symptômes. Et ça, je crois que j'ai déjà dit. Et donc, au niveau de l'épidémiologie descriptive, ce qu'on va venir faire, donc, c'est avoir ces données de questionnaire qui vont nous permettre de regarder d'un point de vue global quelle est la prévalence et comment varie le nombre de cas au cours du temps dans ces populations. Et on va aussi réaliser une étude d'imagerie pour nous permettre de mieux comprendre et de caractériser la prévalence de la maladie dans une population de femmes a priori non atteintes. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a montré que dans une population de femmes témoins, donc normalement des femmes qui étaient là pour servir de groupe témoin à un groupe de cas d'endométriose, il y avait 11% des femmes qui, lorsqu'elles réalisaient une imagerie pelvienne, avaient finalement le diagnostic d'endométriose. Et donc là, ça s'est été fait sur une centaine de femmes, de manière assez peu détaillée finalement. Et donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est étudier ça sur une population de 1000 femmes dans la cohorte Constance, donc 1000 femmes qui n'ont a priori pas d'endométriose, et regarder, donc faire une IRM pelvienne chez ces volontaires pour pouvoir déterminer combien de femmes qui ont des symptômes ou non, qui sont atteintes d'infertilité ou non, ont des signes radiologiques d'endométriose. Et puis ensuite, au niveau environnemental et génétique, c'est vraiment utiliser toute la richesse de ces cohortes qui sont vraiment des grandes infrastructures de recherche au niveau national pour vraiment maximiser tout l'effort de recherche qu'on peut faire sur l'endométriose. Donc en fait, c'est une mine d'or. Ces cohortes. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête que l'endométriose, c'est une pathologie qui est, extrêmement complexe et très diverse finalement, et hétérogène. Et dès lors, et c'est la complexité, la difficulté de la recherche sur cette pathologie, c'est qu'en fait, on doit aller chercher des grands nombres à chaque fois de personnes, en l'occurrence la patiente, mais des femmes qui ne sont pas atteintes, pour comprendre mieux la pathologie en fait. Donc, je crois que c'est d'ailleurs, au monde, en fait, on sera les premiers à avoir autant de cohortes finalement à travailler sur l'endométriose en France. Ça faisait partie des grandes priorités quand on a travaillé la stratégie nationale, c'était effectivement d'investir sur l'épidémiologie pour vraiment mieux comprendre. Oui, tout à fait. Alors au départ, c'était censé être la première étude qui allait aussi avoir des données aussi détaillées sur la pathologie, mais depuis, l'Australie a créé un registre de l'endométriose qui est super d'ailleurs. Ils étaient un peu en avance. Ils nous a volé encore la vedette, voilà, une deuxième fois. Mais ce qui va être vraiment très très bien, c'est que grâce à ce registre de patientes opérées, en fait, toutes les études qui vont être réalisées en Australie vont pouvoir faire une liaison des cohortes avec ce registre. Mais sinon, ça va être en tout cas la plus grande étude en Europe avec autant de données détaillées et de données aussi sur les facteurs de risque de la maladie. Juste pour finir, peut-être Marina, tu nous dis, ça fera le lien avec l'intervention de Véronique, tu nous parles un peu de Compare aussi et de l'importance, que je sais que tu passes toujours des appels sur Compare, mais c'est important que les patientes aussi, encore une fois, contribuent à la recherche. Et donc Compare, c'est sur les patientes, c'est une cohorte sur les patientes, mais peut-être dire où on en est et le futur aussi de Compare. Oui, tout à fait. Donc on travaille beaucoup sur ces cohortes en population que je vous ai décrites, mais aussi une cohorte de patientes qu'on appelle Compare endométriose. Donc Compare, c'est pour la communauté de patients pour la recherche. C'est une cohorte, donc une plateforme de recherche participative qui porte au départ sur les maladies chroniques, quelles qu'elles soient. Donc Compare comprend environ 60 000 patients atteints de maladies chroniques. Et dans cette cohorte-là, environ 10 000 patientes sont atteintes d'endométriose et ou d'adénomiose. Et donc sont suivis depuis 2018 pour essayer de mieux comprendre la maladie, de mieux caractériser ses facteurs de progression et puis pour documenter le vécu des patientes. Et donc actuellement, Compare endométriose, c'est une équipe de 3 chercheurs postdoctorants, 3 doctorants, un ingénieur d'études et une interne en médecine qui travaillons sur ces données avec des personnes qui travaillent de manière régulière pour essayer de comprendre différentes choses. Donc on a différents projets en cours. On travaille notamment sur donc il y a une étude qui a été publiée qui s'appelle l'étude Baguette Magique, donc pour laquelle on a demandé à 1000 patientes de nous dire ce qu'elles changeraient dans leur prise en charge si elles avaient une baguette magique. Et donc les 2500 suggestions ont donné lieu à 14 thèmes que nous avons regroupés. Et les 3 premiers étaient tout d'abord d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants, de mettre fin aux violences médicales et d'améliorer les soins spécifiques à l'endométriose.
On a réalisé aussi différentes études, donc une étude sur le délai de diagnostic qui a été portée par Zélia Breton, qui est ici, qui montre qu'il y a un délai de diagnostic de 10 ans en moyenne dans cette population et qui étudie quels sont les facteurs associés à ce délai. Une étude aussi sur les facteurs associés à l'anxiété, la dépression chez les patientes. Une étude sur les profils de comorbidité aussi, donc réalisée par le docteur Najim Okraoui, qui est ici présent. Et puis aussi d'autres études en cours, donc une étude sur les liens entre polluants organiques persistants et sévérité de la maladie, donc sur laquelle va travailler également le docteur Sabine Audin, qui est là aussi. Et puis voilà, donc différentes études. Et donc là où on en est, c'est qu'on a 10 000 patientes suivies, 7 700 qui sont réellement actives. Et c'est une cohorte qui est ouverte, c'est-à-dire que quand on est atteinte d'endométriose et ou d'adénomiose et qu'on est majeur, on peut participer à ce grand projet de recherche pour essayer de nous permettre de mieux comprendre la maladie. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site compare.php.fr. Et donc ce qui est vraiment super aussi, c'est que grâce à l'Endorun, tous les ans, la course peut financer à la fois la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, mais aussi en partie des projets sur la course compare endométriose. Donc finalement, participer à l'Endorun, c'est vraiment financer la recherche, y compris la recherche qu'on fait sur compare. Et juste quand même pour donner, ça représente à peu près quoi? Parce qu'il faut remplir des questionnaires quand on s'inscrit dans la cohorte. C'est à peu près combien de fois par an et qu'est-ce que ça représente pour éventuellement des femmes qui voudraient s'inscrire? Alors on estime que ça prend environ une demi-heure par mois. On a des questionnaires généraux à remplir, donc voilà, des échelles d'anxiété-dépression par exemple, des échelles de qualité de vie, des informations sur la qualité du sommeil, l'activité physique, etc. Et puis des informations aussi spécifiques à la maladie. Et voilà, on estime que ça prend à peu près une demi-heure par mois. Super, merci Marina. Merci beaucoup. Donc Véronique Pereira, qui est patiente experte et qui va expliquer ce qu'est une patiente experte. Et puis voilà, l'idée, c'était que tu nous parles à la fois de recherche participative et du rôle des patientes dans certains projets de recherche. Tu vas nous parler d'un projet de recherche. Et puis aussi nous parler du comité consultatif patientes et aidants qu'on a créé à la Fondation il y a 2 ans maintenant, en fait, et que tu animes avec brio. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup Valérie, merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager le côté patient dans la recherche, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, et tout à l'heure en présentant, il y avait les chercheurs sont là, les médecins sont là, mais il y a aussi des patients et c'est important, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, donc moi je suis Véronique Pereira, je suis patiente experte, je suis engagée auprès de l'association Endomind depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc une patiente experte, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des patients atteints de maladies chroniques, donc dans mon cas l'endométriose, qui ont choisi de se former donc à l'éducation thérapeutique du patient. Je l'ai fait à Nantes il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et du coup, depuis, je travaille environ 25, 30, parfois 40% de mon temps sur ce métier. Et l'idée, c'est de travailler à sensibiliser à la pathologie, à partager en fait un vécu de patient. Donc moi, je parle pas du tout de ma pathologie, je vais parler au nom des patientes. Je vais parler de leur vécu, de celles que je rencontre, de ce qu'elles peuvent vivre, et de faire une partie de plaidoyer et une partie de sensibilisation en entreprise, dans le milieu scolaire. Et bien sûr, le gros projet étant de déployer des programmes d'éducation thérapeutique sur tout le territoire. Donc là, c'est vraiment le gros dossier qui nous occupe grandement au sein de l'association. Et également de pouvoir promouvoir l'endométriose et les actions qui peuvent être menées pour que la prise en charge des patientes et de leurs aidants évolue dans le bon sens dans les années à venir. Donc par rapport à ça, je me suis engagée effectivement au sein du CCPA. Donc on va faire tous les acronymes ce soir. Donc le CCPA, donc le comité consultatif patient aidant. Et donc comme son nom l'indique, c'est un comité qui regroupe des patientes et des aidants, pas forcément liés. On a parfois le patient mais pas l'aidant qui aide le patient en question. Et le but du jeu, c'est de pouvoir travailler ensemble avec la Fondation et avec des patients et des aidants à mettre en lumière les sujets qui intéressent les patientes. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est que la recherche, elle nous ressemble, je vais dire nous parce que je m'inclus là-dedans, mais que la recherche ressemble aux besoins des patientes, qu'elle soit proche de leurs besoins.
et donc de travailler sur les actualités dont on peut entendre parler en endométriose, les sujets qui peuvent être abordés, qui sont souhaités par les membres du comité, ou par des sujets qu'on peut trouver par nos échanges avec des patients, par des questions quand on organise des conférences comme ce soir, et qui nous permettent d'avoir aussi des sujets pour la suite. C'est aussi un moyen, typiquement dernièrement, on a travaillé sur la prise en charge des adolescentes et la chirurgie. Donc c'est des articles que vous pouvez retrouver directement sur le site de la Fondation. Le but est aussi de vulgariser des éléments de recherche. Parfois, on arrive sur des mots un petit peu compliqués, la différence entre la recherche fondamentale, les autres types de recherche. Donc des thèmes où maintenant je baigne dedans, mais il y a un an, ça n'aurait pas été pareil. Et donc du coup, le but, c'est de vulgariser la recherche, de faire une veille scientifique aussi. Et le gros projet qui nous occupe aussi, c'est de participer à la notation et un peu au choix des projets parmi l'appel à projets chaque année. Donc le but du jeu, c'est qu'il y a effectivement un comité scientifique qui se regroupe et qui choisit des projets, mais il y a aussi des patients et des aidants qui déterminent les projets qui leur tiennent à cœur et sur lesquels ils ont envie que la Fondation finance et sur lesquels on a envie d'avancer. Donc c'est ce sur quoi on va pouvoir bosser demain soir. Demain soir, oui. Pour se faire 2 soirées recherche, avant l'Andorun évidemment, histoire de pouvoir vraiment échanger sur les différents projets qu'on aura reçus et pouvoir se dire celui-là oui, pour quelle raison, et celui-là plutôt non, parce qu'il est trop éloigné de nos besoins, ou parce que cette année on a envie de privilégier tel et tel projet. Juste, j'en profite pour dire que dans les critères qu'on a demandé, parce que Marina est également présidente du comité scientifique de la Fondation, et ce qu'on demande en particulier aux rapporteurs du comité scientifique d'examiner, c'est évidemment la qualité scientifique des projets qui nous sont proposés et des équipes. Ils regardent les publications, enfin voilà, il y a j'allais dire cette évaluation technique. Et puis on leur a demandé 2 critères qui nous tiennent vraiment à cœur. Il y en a un qui est le niveau d'innovation. Ils sont très sensibles à ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai choix sur des projets qui apportent un regard nouveau, qui apportent vraiment des éléments innovants. Et le deuxième, c'est l'intérêt pour les patientes. Et il ne faut pas se tromper, ça peut être de la recherche fondamentale, ça peut être des projets qui sont peut-être à 10 ans, qui vont délivrer, mais qui à un moment vont avoir un intérêt pour les patientes. J'allais dire, c'est pas de la recherche pour la recherche, c'est pas pour essayer de se comprendre des choses qui ne serviront pas, c'est derrière parce que les mécanismes, comme je l'ai dit, ça peut nous permettre d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc c'est vraiment les 2 critères, et c'est pour ça que le comité consultatif patiente et aidant est toujours là pour nous dire regardez l'intérêt des patientes, nous on pense que ça c'est plus intéressant pour nous que ce projet-là. Donc c'est bien d'avoir cet avis consultatif effectivement du comité. Ouais. Effectivement, d'avoir la double notation, classement, pour pouvoir être au plus près des besoins et être dans la rigueur scientifique que la recherche demande. Donc je passe forcément à un petit appel à recrutement. La recherche a besoin forcément de gens. On recrute ce soir. Donc ce soir on recrute pour tous les sujets. Mais déjà sur le CCPA, donc sur le comité consultatif, c'est un comité qui se renouvelle régulièrement parce que les gens ont d'autres projets, parce que on a envie d'aller voir d'autres choses, ou parce que d'autres gens ont envie de nous rejoindre. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, si vous avez envie de vous mobiliser dans un comité, alors on va citer aussi le temps que ça prend. C'est à peu près une réunion mensuelle en Zoom, donc depuis chez vous tranquillement. Et donc qui est organisé. Il y a un peu de lecture entre deux. Il y a un peu de lecture entre deux, mais voilà, la lecture, est-ce que c'est vraiment du travail ? On va peut-être pas lancer le débat ce soir. En plus, mais l'idée, c'est vraiment quelque chose qui prend pas énormément de temps dans son quotidien, mais qui permet de vraiment faire avancer les choses et de faire avancer les choses par les patientes. Le deuxième projet sur lequel je voulais évoquer l'implication des patientes dans la recherche, c'est un projet qui s'appelle le projet Dolora, qui est un projet aussi à l'INSERM, auquel je participe grâce à l'association Endomind. Donc c'est un projet qui a pour but de construire un outil d'évaluation de la douleur chronique féminine, donc vraiment concentré sur les femmes, mais qui n'est pas lié à une pathologie, donc pas juste l'endométriose. Ça peut être énormément de pathologies qui provoquent des douleurs chroniques chez les femmes. Le but, c'est vraiment de créer aussi à ce moment-là un partenariat entre des chercheurs et des patientes, et c'est multipathologie. Donc on va avoir des témoignages de patientes qui sont très divers, très différents les uns des autres, parce qu'il y a des patientes qui vont être atteintes d'endométriose, donc forcément il y aura des douleurs pelviennes plus conséquentes, d'autres patientes qui ont des maladies dégénératives du cerveau, qui vont avoir des douleurs musculaires importantes également. Donc des choses assez diverses et qui apportent vraiment une énorme richesse. Et le but, c'est de construire ensemble un outil, vraiment de pair entre les chercheurs
et les patients. Et ce que je voulais souligner là-dessus, c'est que moi je trouve toujours très intéressant de mettre les chercheurs face aux patientes, parce que c'est quelque chose de très riche. On peut avoir parfois donc il y a les questionnaires dans Compare et ça apporte énormément à la recherche, mais il reste ce lien qui ne se fait pas forcément, parce que quand on est face à face, il y a des émotions qui passent, il y a d'autres éléments. Et typiquement, dans le projet Dolora, c'est quelque chose qui a été fait sur une des sessions qu'on a fait en présentiel. Et c'est vrai que les témoignages de patientes ont largement, j'ai envie de dire, dépassé et bouleversé les chercheurs, parce qu'ils se sont rendus compte de l'absence d'écoute que pouvaient avoir les patientes par rapport à l'écoute de leurs sensations, de leurs douleurs au quotidien, la prise en charge qui était la leur dans la prise en charge de la douleur au quotidien, etc., etc. Et c'est vrai que ça a permis aussi aux patientes de se sentir écoutées et de se dire, en fait, on n'est pas là pour rien, on est vraiment là pour faire avancer la recherche et pour construire un outil qui nous ressemble et qui va nous être utile plus tard, et pas juste, vous avez mal à combien sur une échelle de 0 à 10. Et vraiment de pouvoir évaluer quelque chose puisque de 0 à 10, clairement, on a envie de dire 14 quand on est en crise, donc aucun intérêt pour le soignant ni pour la patiente. Donc le but est vraiment de créer un outil qui nous ressemble, et c'est pour ça qu'il y a une nécessité pour les patientes de s'impliquer dans la recherche. Et enfin, je voulais conclure sur l'importance des patientes dans la recherche, parce que on le voit dans plein de choses. Il y a besoin d'action au plus près des besoins des patientes. J'en rencontre plein au quotidien quand je fais des actions de sensibilisation ou quand je vais dans les entreprises. L'idée, c'est que les femmes demandent des actions qui se reflètent dans leur quotidien. C'est-à-dire, c'est pas juste des choses qu'on va décider et qui un jour arriveront jusqu'à nous. C'est quelque chose qui va se refléter dans leur quotidien en local. Et quand on voit aujourd'hui le rôle des associations de patientes dans la visibilisation, pour mettre en lumière une maladie comme l'endométriose, le travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années, on va dire, sur l'endométriose, le rôle des associations de patientes a été crucial. Et vraiment, les patientes ont vraiment œuvré pour mettre en valeur, pour rendre visible cette pathologie. Et c'est pour moi un peu le même principe pour la recherche. C'est-à-dire une recherche qui correspond aux besoins des patientes et qui avancera dans le bon sens pour la prise en charge des patientes. Elle passe aussi par les patientes. Donc forcément, je me dis que s'il y a un besoin aujourd'hui, c'est que les patientes soient volontaires aussi pour s'impliquer dans ces projets de recherche. Je pense à Compare parce que effectivement, le questionnaire, je peux être témoin, ça prend pas très longtemps. Enfin, moi, ça me prend 20 minutes quand il y a un questionnaire, et ça arrive pas tous les mois, donc ça va, c'est largement jouable. Après, voilà, je dis pas le CCPA, le projet Dolora, tous les projets de recherche, etc. Mais il y a des actions assez simples qu'on peut mener. Je pense à Compare, je pense à l'Endorun, forcément. Donc c'est une manière différente de participer, mais c'est une manière aussi d'y impliquer vos proches. Donc on est complet sur la version parisienne en physique dimanche, mais pour toutes celles qui veulent contribuer à la recherche, les dossards en version digitale, ça vous permet de faire un endorun comme vous le souhaitez. Je le dis souvent, je ne vérifie pas que les gens vont courir. Donc vous pouvez regarder un film, faire un gâteau, aller vous promener en forêt. Voilà, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et ça contribue à financer des projets de recherche qui sont choisis par des patients et des aidants et validés scientifiquement. Donc c'est ce qui est super important. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci. Merci pour cet appel, Véronique. Tu mets la feuille d'inscription à la sortie. Merci à toutes les deux. Fatima, donc je vais te laisser te présenter, et là on va aborder un projet, je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment très fière de cette collaboration avec l'Institut Curie, qui était quand même une grande aventure pour la Fondation. Et donc j'ai demandé à Fatima Mechta-Grigoriou de nous parler de ce projet qui est un peu particulier, parce que tu ne viens pas du monde de l'endométriose, tu viens du monde du cancer. Et donc peut-être d'abord te présenter. Merci beaucoup Valérie, merci pour cette invitation. Bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je m'appelle Fatima Mechta-Grigoriou, je suis directrice de recherche à l'INSERM. J'ai un laboratoire que je dirige à l'Institut Curie, et je suis aussi directrice d'une unité qui est dédiée à la compréhension de la biologie des cancers.
Et alors pourquoi cette incursion dans le monde de l'endométriose et en restant bien sûr toujours dans le monde du cancer, mais voilà, pourquoi ce pas de côté sur l'endométriose? Alors il y a plusieurs raisons. La première est une raison humaine de rencontres assez multiples qui m'ont vraiment donné envie de travailler sur l'endométriose et de quitter mon champ de recherche confortable aussi, il faut bien le dire. La première, c'est une rencontre avec Jean et Marina. Jean m'a invité à participer à un groupe, il l'a mentionné tout à l'heure, à un groupe de travail, de réflexion sur les différents aspects de la recherche qui étaient nécessaires en fait d'appréhender et d'apporter à la recherche sur l'endométriose. Et ça m'a permis en fait aussi de me rendre compte des besoins. Moi, je viens vraiment pas du tout du monde de la recherche sur l'endométriose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de besoins en France et que effectivement, le retard au diagnostic, le retard en recherche sont certainement aussi à l'origine de tous ces manques qui sont criants. Et je pense que cette maladie aurait été masculine, je pense qu'elle aurait pu être mieux soignée, mieux prise en charge et avec une recherche plus développée. Donc, ces raisons-là humaines sont notamment à l'origine de ma décision. Il y a une deuxième décision qui est plus scientifique et médicale, où en fait, en interagissant notamment avec toi et en recherche, on a, nous, dans mon travail en fait de recherche, je m'intéresse dans les cancers à des populations qui sont des populations normales. Oui, juste, il faut savoir qu'un cancer n'est pas que des cellules cancéreuses qui sont porteuses d'altérations génétiques. Il y a aussi énormément de cellules normales qui participent au développement du cancer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une population de cellules qu'on appelle des fibroblastes, qui sont en fait des cellules de soutien, qui existent et qui participent au développement tumoral. On est un peu spécialiste de cette population cellulaire qui n'est pas encore ciblée sur le plan thérapeutique et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, l'endométriose est une lésion qui n'est pas cancéreuse, que tout le monde... Oui, qu'on soit bien clair là-dessus. Qu'on soit bien clair sur ce sujet, c'est un point extrêmement important. Mais l'endométriose, c'est une pathologie qui est une pathologie aussi fibrosante et qui accumule en fait ces populations de fibroblastes. Et donc, du coup, en fait, on s'est un peu intéressé en fait, à ces lésions et on commence à s'intéresser à justement l'hétérogénéité, la diversité en fait, de ces populations de fibroblastes dans ces lésions d'endométriose qui sont extrêmement hétérogènes, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, qui sont extrêmement diverses, non seulement dans leur localisation, mais dans leur composition cellulaire. Et l'idée, c'est d'apporter notre savoir sur ces populations qui s'accumulent très fortement dans les lésions d'endométriose, dans la compréhension de la pathologie. Et donc le projet concrètement, en fait, ça va consister en quoi? Puisqu'on voit qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle le micro-environnement cellulaire, hein, c'est ce qui est autour des lésions. Et donc le projet concrètement, donc ça va durer combien de temps? Ça va être quoi le travail et à quoi on va déboucher? Parce que c'est ça quand même qui nous intéresse à la fin, c'est qu'est-ce qu'on a en perspective de ça. Voilà. Encore une fois, c'est de la recherche très fondamentale, mais qui évidemment peut déboucher sur des choses intéressantes. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre justement ces lésions. Donc il y a maintenant des techniques en fait qui sont maintenant couramment utilisées dans les laboratoires en biologie, qui associent en fait des techniques qui sont des techniques d'intelligence artificielle, de bioinformatique, qui permettent d'identifier chaque identité cellulaire. Par exemple, dans un cancer, mais c'est vrai aussi dans une lésion d'endométriose, si vous avez 100 000 cellules qui constituent votre lésion, on fait l'analyse de l'expression dans chaque cellule des 30 000 gènes qui sont exprimés par chaque cellule dans cette lésion. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, c'est une complexité, mais que l'on appréhende maintenant de façon totalement, qu'on fait maintenant totalement dans nos laboratoires, qui associe à la fois la biologie, la bioinformatique, les modélisations mathématiques, donc vraiment un contexte interdisciplinaire qui nous permet d'avoir une excellente précision sur la composition des lésions.
Et donc, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est justement de comprendre en fait pourquoi une lésion qui va être profonde va être différente d'une lésion qui va être plus superficielle. Pourquoi est-ce qu'il y a certains types de lésions qui se développent chez certaines patientes. Donc, l'idée, c'est de vraiment analyser chacune de ces lésions pour mieux pouvoir en fait appréhender sa composition. Quand on a la composition dans les différentes populations cellulaires, incluant cellules épithéliales, les fibroblastes, les cellules immunitaires, l'idée c'est aussi de mieux comprendre leur interaction multiples. On sait que toutes ces populations ne sont pas inertes, elles réagissent les unes avec les autres. Et nous, on a identifié dans les cancers des populations de fibroblastes qui en fait interagissent avec les cellules cancéreuses, mais également avec les cellules immunitaires et qui en fait réduisent l'efficacité du système immunitaire. Et en fait, on a, de façon un peu surprenante, dans certaines lésions, on a trouvé certaines proportions de ces fibroblastes. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi en fait ces fibroblastes sont là. Les lésions d'endométriose ne sont pas des cancers. Je le répète parce que je pense que c'est un point qui est très important. Mais pourquoi finalement ces fibroblastes que l'on découvre dans les cancers, finalement, pourquoi certaines de ces populations sont là? Et c'est ça qu'on veut poser comme question. C'est ça que l'on veut comprendre, pourquoi ces lésions peuvent présenter aussi ces populations cellulaires qui sont quand même des populations qui ne sont pas très gentilles. Et on peut se projeter aussi en se disant que, et pour les cancers aussi, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ces lésions d'endométriose, ça peut être aussi applicable pour comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation finalement où, et pour le cancer et pour l'endométriose, on peut arriver à mieux comprendre des mécanismes qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Tout à fait, c'est aussi le but, c'est d'essayer de comprendre. On s'intéresse aussi, nous, aux lésions pré-cancéreuses. Donc on est un peu dans cette espèce de continuum qui vise en fait à comprendre pourquoi une lésion peut évoluer ou ne pas évoluer, comme c'est souvent d'ailleurs le cas, heureusement d'ailleurs, dans les lésions d'endométriose. Et donc il y a quelques cancers qui peuvent être, mais ça représente moins de 1% de la population atteinte d'endométriose. Mais donc l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi certaines patientes, même si elles sont à moins de 1%, peuvent aussi présenter pourquoi il peut y avoir une évolution qui peut être péjorative pour certaines de ces patientes. Donc vraiment, l'idée, c'est de mieux comprendre pour mieux soigner. Alors à quoi ça sert? Alors, quand on parle de la différence de recherche, en fait, moi, vraiment, dans mon laboratoire, c'est vraiment un continuum, cette recherche. On fait de la recherche très fondamentale, l'intelligence artificielle, les modélisations mathématiques, etc. Mais par exemple, je coordonne aussi un RHU qui vise à faire des essais cliniques sur les patientes atteintes de cancer du sein. On travaille aussi beaucoup sur les cancers de l'ovaire dans mon labo. Et en fait, par exemple, ces populations de fibroblastes sont ciblées, en fait, il y a des marqueurs qui peuvent exister. Et à l'heure actuelle, on est à l'origine, dans le cadre de ce RHU, on utilise en fait ce qu'on appelle des PET scans, corps entier, où en fait on analyse maintenant avec un nouveau radiotraceur, on suit ces fibroblastes. Donc on réussit à identifier les lésions, qui dans ce cas sont des lésions cancéreuses, de patientes atteintes de cancer du sein, et on réussit à mieux identifier notamment les métastases. Et c'est une première en France en fait. Ça existe déjà aux États-Unis, mais c'est une première en France. Et si certaines de ces populations de fibroblastes peuvent, ou si ce radiotraceur peut également servir à certaines lésions d'endométriose, ou peuvent marquer certaines populations cellulaires présentes dans des lésions d'endométriose, on pourrait imaginer peut-être visualiser les lésions d'endométriose de façon peut-être un petit peu plus précoce, peut-être. Donc il peut y avoir un intérêt, même avec de la recherche fondamentale, ce continuum en fait dans la recherche translationnelle et clinique peut être assez direct en fait. Et on bénéficie de toute l'expertise de l'équipe multidisciplinaire de Curie et de ces outils fantastiques, parce que quand on se parle d'aller comprendre cellule par cellule comment ça fonctionne, c'est juste incroyable quand on voit les milliers de types cellulaires impliqués. Enfin, la science a fait des progrès fantastiques et quand on allie ça à l'intelligence artificielle, on se dit que là, on commence à doter l'endométriose d'outils qui sont quand même des outils de pointe. Et là, on est vraiment sur les avancées très, très importantes. Il y a quelques équipes qui travaillent sur ces sujets-là et sur l'endométriose, il n'y avait quasiment personne. Donc c'est là, innovant, c'est particulièrement innovant.
Oui, et puis l'idée aussi, dans cette compréhension très fine, c'est ensuite de l'adapter à une compréhension sur des cohortes qui vont être plus larges. Et notamment, effectivement, les cohortes dont Marina pouvait parler, qui sont des cohortes très, très importantes, mais vraiment essayer de récupérer, en fait, c'est pour ça que le travail avec les patientes est très important. Ça, je vous rejoins totalement sur ces aspects-là. Parce que, évidemment, l'interaction, en fait, avec les patientes est très importante. La création de corps très bien annotés est également un point absolument essentiel, où nous, ensuite, parce qu'on peut avoir accès à un petit fragment de tissu dans l'ensemble des corps qui vont être très bien annotés, en fait, nous, après, même avec un petit fragment de tissu, on peut être capable de redéfinir de ce qu'on appelle la déconvolution des différents types cellulaires qui sont présents. Et du coup, si on fait un lien avec la clinique, avec un certain sous-type de population cellulaire, on peut en fait donner une indication clinique qui peut être intéressante. C'est vraiment ce à quoi on aspire dans ce projet. Donc là, on est parti pour 3 ans. Oui, on est parti pour 3 ans et plus si affinité. Ah ben, j'espère bien. Merci beaucoup. Merci. Fatima. Donc j'ai demandé au docteur Hélène Lee de me rejoindre maintenant. Donc là, on a parlé recherche fondamentale, on a parlé épidémiologie, vous avez vu, on a parlé vraiment de déconvolution cellulaire. Donc on est rentré vraiment dans la recherche très, très pointue. On va passer aussi à l'autre bout de la chaîne, effectivement au continuum, vers la recherche clinique et les traitements, parce que c'est quand même ce qui intéresse aussi beaucoup les patientes. Donc je vais vous demander de vous présenter, docteur Lee, et puis de nous parler. Je sais que vous êtes impliqué aussi dans des projets de recherche, et ça c'est aussi la beauté, c'est des cliniciens qui soignent les patientes mais qui font aussi de la recherche, et comme ça on a un lien qui est très direct. Donc de nous parler un peu qu'y a-t-il de nouveau sur le front des traitements. On parle beaucoup des traitements hormonaux, donc que se passe-t-il sur les traitements hormonaux, et puis on attend aussi toujours des traitements non hormonaux. Donc voilà, c'est quoi les nouvelles pistes, et donc on vous écoute avec attention. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je suis donc le docteur Lee Hélène, je suis gynécologue médicale, et donc moi j'ai essentiellement une activité clinique, c'est-à-dire le contact et soigner les patients, et effectivement je suis en relation avec d'autres médecins qui ont un pied dans la recherche clinique effectivement, donc on pourra discuter un petit peu après de ce qui se fait dans la recherche clinique pour les traitements dans le cadre de l'endométriose. Effectivement, l'endométriose, on en parle de plus en plus, heureusement, donc il y a tous la recherche qui se met en place et les choses avancent beaucoup plus vite. Effectivement, cette maladie, elle existe depuis des années et des années, et finalement, en fait, au niveau du corps professionnel, on commence à en parler depuis 5 ans, 10 ans à peine, et effectivement, maintenant, on s'attelle à former les professionnels de santé. On fait de la communication au grand public, mais surtout, effectivement, on essaye de former les gynécologues, les médecins généralistes, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, pour vraiment, et d'autres professionnels, probablement que j'oublie, pour effectivement que tout le corps médical soit informé de cette maladie. Donc, effectivement, ça repose donc faciliter le diagnostic de la maladie avec des radiologues qui sont formés à la lecture et le diagnostic des lésions, parce que mine de rien, c'est une maladie qui prend différentes formes et qui n'est pas toujours évidente à diagnostiquer sur des imageries, et effectivement former donc les médecins, les professionnels du premier recours pour pouvoir dépister et traiter et référer la patiente le plus rapidement possible. Effectivement, le traitement dans l'endométriose, c'est le traitement hormonal, c'est la pierre angulaire dans le traitement. Effectivement, c'est de plus en plus décrié, notamment au niveau des réseaux sociaux où c'est controversé, on entend beaucoup de choses pessimistes dans le cadre du traitement hormonal, il y a une diabolisation. Moi, c'est vrai que ce soir, ça me permet quand même de réinsister que c'est le traitement, c'est un traitement qui existe depuis des décennies, plus de 60 ans, 70 ans, qui a prouvé son efficacité dans un premier temps dans la contraception, effectivement, mais dans un deuxième temps, effectivement, par rapport à tout ce qui est règles douloureuses, règles abondantes, et dans le cadre de l'endométriose. Pourquoi ? Parce que ça permet... Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui est hormonale, qui est liée aux hormones,
Et le traitement hormonal permet de bloquer les fluctuations au niveau hormonal et de diminuer l'inflammation qu'il y a autour des lésions et qui provoque en fait les douleurs. Et donc, au niveau des traitements hormonaux, on a je vais vous décrire un petit peu rapidement les grandes lignes. On a effectivement la pilule, qui est en deux catégories, la pilule œstroprogestative, qui est la pilule classique, et la pilule progestative seule. Ensuite, on a tout ce qui est stérilet hormonal, implant hormonal, qui fonctionne sur le même principe, qui permettent de bloquer en fait le fonctionnement, de mettre au repos les ovaires et de mettre au repos la progression de la maladie qui est l'endométriose. Ces dernières années, les laboratoires ont développé de nouveaux traitements hormonaux qui sont des progestatifs. Donc il y a différentes classes pharmaceutiques qui sont arrivées, qui ont été commercialisées, et notamment le Dienogest, qui est le seul traitement hormonal qui a été spécifiquement testé dans le cadre de l'endométriose. C'est-à-dire que les autres traitements hormonaux, jusque-là, on le prescrivait effectivement dans le cadre de l'endométriose parce que par rapport à la physiopathologie, on savait que ça avait une efficacité, mais aucun des laboratoires n'a fait l'effort de faire une recherche spécifiquement dans le cadre de l'endométriose. Et donc le Dienogest, lui, est un traitement hormonal qui a ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, donc spécifique dans le cadre de l'endométriose et qui a été démontré dans les laboratoires l'efficacité de la réduction des lésions d'endométriose avec ce traitement. Et des douleurs. Et des douleurs, effectivement. Et ensuite, là, prochainement, il y a un petit peu de spoil, mais effectivement, il y a un nouveau traitement qui va être commercialisé, probablement là, courant 2025, qui est ce qu'on appelle un antagoniste de la GnRH, qui en fait est considéré comme un traitement hormonal, puisqu'il va jouer au niveau des fluctuations hormonales, mais en fait le but de ce traitement, c'est de bloquer en fait ces fluctuations hormonales, donc un petit peu le même principe que les contraceptifs, pilules ou implants. Et en fait, pour améliorer la tolérance de ces traitements, on va rajouter une petite dose d'hormonothérapie pour éviter les effets, parce que si on bloque complètement la sécrétion au niveau des hormones, ça donne ce qu'on appelle une ménopause artificielle. Et donc c'est très mal toléré au niveau, par les patientes au niveau des effets secondaires, puisque en fait c'est tous les symptômes liés à une ménopause. Donc voilà, donc il y a ce traitement qui va être commercialisé. Donc ça c'est quelque chose de concret qui va arriver sur le marché. Donc là, on est sur des pistes qui visent à améliorer. Donc il y a des nouvelles générations, comme il y a eu une nouvelle génération de traitements hormonaux qui arrivent avec moins d'effets secondaires. Peut-être dire un mot sur les effets secondaires qui sont pas mal étudiés, parce qu'on a quand même souvent tendance à penser que les traitements hormonaux... Alors évidemment, celui-là, sur les antagonistes et les agonistes, on avait des traitements, des effets secondaires importants, mais sur des progestatifs ou des œstroprogestatifs, que nous dit la science? Parce qu'on entend beaucoup que ça donne plein d'effets secondaires, que c'est la catastrophe, etc. Mais c'est quoi la réalité, en fait? Alors en fait, les effets secondaires liés aux traitements hormonaux, ils sont là, ils existent. Le problème, c'est que c'est extrêmement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des patientes pour qui on va prescrire un traitement hormonal. Ça va être très bien toléré sur le plan de l'endométriose, sur le plan des douleurs. Et au niveau des effets secondaires, certaines dames n'auront aucun effet secondaire. Et il y a d'autres patientes, ça peut être la meilleure copine de cette même patiente, chez qui ça va être une catastrophe. Et donc, malheureusement, c'est ce que j'explique aux patientes en consultation, c'est que ce sont des effets secondaires qui sont personnel en fait. C'est que tant que la patiente n'aura pas essayé le traitement, je ne peux pas dire à la patiente vous allez bien tolérer ce traitement, vous n'allez pas bien tolérer ce traitement. Et malheureusement, effectivement, la science a démontré des effets secondaires, totalement, ça c'est indéniable. Mais c'est pas parce que ça a été démontré que forcément
toutes les patientes auront ces effets secondaires. Et il y a eu un travail énorme par les laboratoires, puisqu'effectivement, il y a eu dans le cadre des pilules, il y a eu les premières générations, deuxième, troisième, là on rentre dans les quatrièmes générations, qui en fait, où on travaille sur différentes molécules pour voir au niveau de la tolérance et pour essayer de diminuer au maximum les effets secondaires. Donc au début, c'était effectivement les troubles de l'humeur, tout ce qui était acné, tout ce qui était augmentation de pilosité. Là, les troisième, quatrième générations, c'est des pilules où on essaye de diminuer vraiment tout ce qui est acné, pilosité. Après, les troubles de l'humeur, malheureusement, c'est tellement vaste et ça dépend tellement des patientes. Effectivement... Mais on peut essayer plusieurs molécules, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas toujours la première fois sur la bonne. Non, exactement. C'est que, heureusement, au niveau des traitements hormonaux, ça a été développé. On a tout un arsenal thérapeutique, c'est ce que j'aime dire. C'est que c'est pas parce qu'il y a une pilule qui n'a pas fonctionné que tout le reste des autres pilules ne fonctionnera pas. D'accord. Souvent, il y a des patientes qui arrivent, qui sont bloquées, qui me disent j'ai essayé une pilule, c'était affreux, docteur, je veux pas du tout en reprendre d'autres. Et c'est vrai que c'est difficile de convaincre les patientes que finalement, effectivement, c'est la classe des progestatifs, mais il y a des subtilités et des fois. Sur une classe thérapeutique versus une autre, des fois c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a des traitements hormonaux. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, on en a d'autres à proposer. Et voilà, effectivement, il faut avoir un suivi et être patient. Et je pense qu'on arrivera à trouver des solutions pour toutes les patientes. Et par rapport, donc là, vous avez parlé de ce nouveau traitement qui va sortir effectivement en France en 2025. Ouais. D'autres pistes sur les traitements hormonaux. Alors, les laboratoires continuent à travailler dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et du côté des non-hormonaux, qu'est-ce qui pointe à l'horizon? Est-ce qu'il y a des choses Alors, effectivement, au niveau des autres traitements hormonaux, moi, j'ai pas plus d'informations. J'imagine qu'effectivement, il y a des recherches, ça c'est sûr, sur quelles molécules qu'on pourra proposer et qu'on pourra commercialiser, parce qu'il y a toujours cette question de, effectivement, il faut découvrir une nouvelle molécule. Il faut qu'elle puisse être testée pour voir si au niveau sécurité, au niveau tolérance, comment ça se passe, trouver le bon dosage et ensuite faire de la recherche du coup clinique sur les patientes atteintes d'endométriose. Donc ça se fait d'abord, c'est sur différentes phases, c'est des études de phase 1, phase 2, phase 3, puis ensuite il faut obtenir l'autorisation de mise sur le marché, et ensuite il y a une phase 4 qui correspond à la surveillance en fait. Et donc ça, ce sont des études qui coûtent cher, effectivement, qui sont longues, puisque entre la phase 1, où on a déjà la molécule et qu'on propose de tester sur les patientes, jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, en général, c'est de l'ordre d'une dizaine d'années quand même. Et donc, effectivement, là, au niveau des traitements hormonaux, moi, je n'ai pas plus d'informations. Mais effectivement, je travaille avec le professeur Chabert-Buffet, qui est médecin-chercheur et on est investigatrice d'une étude de phase 2 qui s'occupe des traitements non hormonaux dans le cadre de l'endométriose. Phase 2, peut-être bien précisé, parce que c'est phase 1, phase 2, phase 3. Alors, donc ça correspond à quoi la phase 2? La phase 2, ça correspond en fait, on propose, donc c'est une molécule qui est retenue, on la propose à des patientes qui ont de l'endométriose, c'est des patientes qui sont sélectionnées, il y a des critères d'inclusion dans cette étude, et en fait on teste cette molécule versus placebo, c'est-à-dire sans traitement, pour voir si cette molécule apporte un effet bénéfique dans le cadre de l'endométriose. Et donc, cette étude, elle est en cours. On a commencé les phases de les recrutements des patientes. C'est sur différents sites et c'est une étude qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à la patiente est-ce que vous avez le placebo ou est-ce que vous avez le traitement qui est proposé pour justement éviter les biais, donc c'est-à-dire les erreurs d'influence par rapport au fait de savoir, oui, j'ai tel traitement, je sais que ça va être efficace, on sait qu'il y a un effet placebo qui peut énormément jouer dans le cadre de la réponse au traitement.
Donc voilà. Surtout au début. Malheureusement, Surtout au ça début, s'estompe ouais. après. Ouais. Voilà, effectivement. Et donc, du coup, on a cette étude en cours. Donc, c'est une phase 2. Le temps d'obtenir des réponses, effectivement, il peut s'écouler de nombreuses années. Là, une étude de phase 2, ça dure combien de temps à peu près ? C'est entre 2 et 5 ans. 2 et 5 ans, et donc Ouais. c'est déjà assez long. Et là, Ouais. on est sur un traitement non hormonal. C'est vraiment des pistes nouvelles. Alors, effectivement, ça rentre quand même dans tout ce qui est système, tout le système hormonal, puisque c'est une molécule qui va en fait venir, alors comment on dit, qui va venir en fait contrôler, parce que l'œstrogène, il y a toute une voie pharmaco-chimique où l'œstrogène est transformé pour arriver à l'œstradiol, qui est l'œstrogène actif chez la femme. Et donc, il y a une molécule qui pourrait moduler par rapport à cette voie de transformation de l'œstrogène. Donc, ce n'est pas un traitement hormonal directement, mais il intervient dans la régulation des voies hormonales. Mais Voilà. ce ne sont pas des hormones exogènes que l'on Non. prend, en fait. C'est de Exactement. la régulation du métabolisme. Du métabolisme hormonal. Ce n'est pas effectivement, comme vous le dites très bien, on apporte des hormones, effectivement. Donc voilà, ça c'est une des pistes. Et donc, il y a quelques équipes aujourd'hui. Donc là, en France, on a une étude comme ça. Il y a quelques équipes. Alors, il n'y en a pas encore beaucoup, encore une fois. Hein, j'insiste, mais tant qu'on ne comprend pas les mécanismes, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va chercher finalement ? On agit sur quoi si on ne sait pas comment la maladie s'installe ? Donc là, on connaît le cycle des hormones. Donc là, on sait qu'on peut intervenir. Ouais. Après, sur l'inflammation, sur l'immunité, quand on se dit finalement, qu'est-ce qui fait que chez certaines femmes, le système immunitaire ne détruit pas les lésions ? Tant qu'on ne comprend pas ce mécanisme, on ne saura pas comment on peut améliorer la destruction des lésions. Donc c'est ça tout le travail. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir des équipes qui travaillent dans le monde sur cibles thérapeutiques, mais ça reste encore des équipes. Il y a quelques équipes qui travaillent, mais ça reste. C'est encore des niches, quoi. Donc effectivement. Et dans des phases très très. On Ouais. n'est même pas dans des phases 2. Hein. On se parle de. Ah oui. Ou de pro Ouais. qui sont très en amont. Mm. Mais en tout cas, de plus en plus sur De ces plus en plus, approches-là. ouais. Tout à fait, ouais. Merci. Merci à vous. Vraiment les différentes dimensions, encore une fois, hein, c'est complexe la recherche. Un panorama à la fois général de ce qui se passe. Une nouvelle, parce que même si, encore une fois, on est toujours frustré, ça n'a mais en tout cas, ça bouge vraiment. On l'a vu dans les programmes d'équipement prioritaire, on le voit, on travaille sur les sujets. Tout ça, c'est bon signe. Ce sont des signaux qui montrent effectivement que enfin cette pathologie est considérée par les médecins et les chercheurs, et les médecins-chercheurs, voilà, pour que les choses avancent.